je pense que vous me connaissez quasiment tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, on ne sait jamais. Ça c'est mon nom, les adresses email, c'est prénom.nom, arrobase, si vous avez besoin de me contacter, si vous avez une question, par exemple si vous êtes absent et que vous voulez savoir ce qu'on a couvert ou ce sur quoi vous souhaiteriez travailler, il n'y a pas de souci. Donc on a 12 semaines de cours ensemble, on aura pour 2 heures par semaine, on fera une pause entre les 2 heures pour que vous puissiez respirer un petit peu. Souvent ce ne sera pas exactement à 2 heures, ce sera souvent entre les 2 heures, c'est souvent après 1h10 de cours, comme ça il nous reste un petit peu moins de temps. D'accord, ne vous attendez pas à chaque fois qu'on s'épile. En général j'essaie de finir une activité avant qu'on fasse une pause, mais il y en aura quand même. Et donc vous avez dû voir en ligne qui est un fascicule. Ça c'est le document que vous devez avoir avec vous, donc sous format numérique ou sous format imprimé, c'est à vous de choisir. Ce que je vous demande si vous l'imprimez, c'est d'avoir toujours les pages pour toute la section. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément les documents dans l'ordre. Des fois on n'en a pas fait de la semaine 1 qu'on va faire en semaine 2 ou 3. Donc assurez-vous d'avoir un petit peu les semaines d'avant et puis les semaines d'après à chaque fois. Donc dans le fascicule, vous avez toutes les informations sur le cours. Donc je vous laisserai regarder, si jamais des fois vous avez des questions, en général c'est tout là-dedans. Vous avez mon nom, mon email. Mon bureau c'est le A252, j'ai une heure de permanence après ce cours-là. Donc les heures de permanence, c'est les heures qu'on est dans nos bureaux, vous pouvez passer. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'osez pas demander en cours ou quelque chose de plus précis sur lequel vous aimeriez avoir des précisions, vous pouvez passer. Donc je vous ai mis une descriptive du cours que vous avez dû voir théoriquement dans la plaquette de la licence. Donc This course focuses on contemporary non-indigenous literature in Australia. Il faut savoir qu'en Australie, la littérature elle est très dichotomique. Vous avez la littérature écrite par les aborigènes et celle écrite par les non-aborigènes. Nous, on va s'intéresser à la littérature écrite par les non-aborigènes. Déjà parce que c'est pas évident, comme vous n'avez pas trop travaillé sur l'Australie, de vous lancer direct sur la littérature aborigène qui est un petit peu plus difficile à lire, on va dire. L'autre problème, c'est que la littérature aborigène elle est très peu éditée. Et toutes les années où j'ai fait des cours sur la littérature aborigène, les étudiants ils ont eu des problèmes à récupérer les ouvrages. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de solution. J'essaie d'y travailler, mais c'est vrai que c'est des ouvrages qui sont beaucoup moins accessibles que les ouvrages, par exemple, ceux qu'on va faire. Donc vous pouvez voir, it will introduce students to major issues in contemporary Australian writing, including the problematic representation of history, the question of voice, attempts at reconciliation with Aboriginal Australians. D'accord, donc l'idée c'est de faire un cours pas de lecture précise, de texte, etc. à la française. C'est un cours à, on va dire, l'australienne, l'anglaise, où on travaille en réfléchissant vraiment à la représentation des événements, à l'aspect politique, si vous voulez, quelque part, un petit peu des romans. Donc, bien sûr qu'on s'intéresse aussi à l'aspect littéraire, mais on travaille beaucoup sur la représentation des populations aborigènes, sur la représentation de la période coloniale, quelles sont les questions problématiques que ça soulève. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à lire les romans, qu'il y a plein de choses très intéressantes, mais il y a énormément d'aspects problématiques dans ces romans aussi. Donc on parlera beaucoup de ça. Blablabla. Donc au programme, on a 2 romans et un peu de poésie. Donc les romans, c'est les 2 premiers, The Secret River, et ensuite Remembering Babylon. Et ensuite, on fera des poèmes de Judith Wright. Vous avez pu voir, ils sont dans le fascicule. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter les poèmes de Judith Wright si vous avez envie d'en lire plus. Et bien entendu, vous avez vu dans le fascicule, il y a des choses critiques à lire, donc un petit peu de théorie, un petit peu d'articles sur les romans, etc. L'examen terminal, c'est à la fin du semestre, donc vous savez qu'il y a 2 jours d'examen en décembre et ensuite le reste en janvier. On ne peut pas garantir que l'examen tombera en décembre, d'accord ? Tous les ans, on essaye de faire pression pour que nos matières ne tombent pas, mais il y a bien des matières qui tombent en décembre. Mais ce sera un écrit de 4 heures, d'accord? Donc vous avez vu qu'en L2, généralement, vous avez des écrits de 3 heures, et puis ensuite en L3, ça passe à 4 heures. C'est vraiment pour vous donner le temps de rédiger de manière assez tranquille. Avant, on avait 3 heures il y a quelques années, et c'est vrai qu'en 3 heures, en fait, vous passez votre temps à vous défricher, et c'est un petit peu compliqué. Donc ce sera commentaire de documents, éventuellement au pluriel, ou dissertation, ce ne sera pas les deux. Donc ça on en reparlera plus tard quand on aura vu un petit peu de contenu. Je vous ai mis un sujet, je prends un exemple de sujet tout à la fin du fascicule, mais on le fera quand on aura déjà vu du contenu. Ça c'est ce qui nous intéresse, c'est la structure du cours. Donc vous pouvez voir aujourd'hui c'est tranquille, Introduction to Australian History. La semaine prochaine, on parlera un petit peu plus théorie, d'accord? Settler, Colonialism and Australian Literature.
Et à partir de la semaine 3, on commence les romans. Donc on a 3 semaines sur The Secret River, ensuite on a 6, 7, 8, 3 semaines sur Judith Wright, et ensuite 4 semaines, enfin 3 semaines plus une semaine de pratique, on va dire, sur Remembering Babylon. Donc ce qui est essentiel, c'est que vous commenciez à lire The Secret River. Il faut l'avoir lu, très franchement. Le cours, il est basé sur des travaux de débat sur le fait de parler des romans. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, ça ne sert à rien de venir, quoi. Donc après, The Secret River, je ne sais plus combien de pages il fait, 300 ou 350, vous faites 50 pages par jour. C'est fait en 7 jours, d'accord? Vous avez besoin d'une semaine pour le faire. Il faut vous forcer, il ne faut pas vous dire « Ah, je vais lire, puis quand j'en ai marre, je m'arrête ». On s'arrête tous au bout de 2 pages, on le sait, d'accord? Donc lisez 50 pages d'un coup, vous écrasez 100 pages en 2 jours, ou en 2 sessions, d'accord? Il faut vraiment que vous vous forciez à avoir un programme comme ça. Le roman, la première semaine, on parlera de ce qui s'y passe pour clarifier un petit peu les événements, les personnages. Donc The Secret River, c'est basé sur un truc très important qui se passe à la fin. Il y aura des spoilers cette première semaine-là. Donc si vous n'avez pas lu le roman, d'accord, de toute façon il sera pourri ce jour-là. Donc lisez-le avant. Et pareil, arrangez-vous pour en semaine 9, donc je ne sais plus quand ce sera, vous pouvez regarder sur l'emploi du temps, d'avoir lu Remembering Babylon, qui est un petit peu plus court, mais un petit peu moins facile, on va dire, de lecture. Enfin, il est un peu plus dense, on va dire, que The Secret River. Donc pareil, il faut l'avoir lu, d'accord? Je vous dirai à la fin qui meurt, et voilà, ce sera pourri. Donc ça c'est un petit peu le programme. On commence par The Secret River parce que c'est vraiment une bonne introduction à la littérature australienne qui est abordable. Vous allez voir que les poèmes, si vous n'aviez pas fait The Secret River avant, ils sont un petit peu plus difficiles à comprendre, tout simplement parce qu'il manque un peu le contexte australien. Et pareil, Remembering Babylon, c'est un roman qui est un peu plus complexe à comprendre, donc on le fait à la fin aussi. Ça c'est une liste de références, si vous avez envie d'aller chercher plus loin. C'est surtout si par exemple dans, je sais pas, 1 an ou 2 ans, vous avez envie de travailler un petit peu plus sur ces thèmes-là. Je peux fermer le rideau si vous voulez. Voilà. Ou vous avez envie de travailler un petit peu plus sur ces thèmes-là, donc vous voyez, enfin c'est pas une liste de lecture obligatoire, mais si vous avez envie de creuser, il y a plein d'ouvrages qui sont disponibles. D'accord, donc je vous ai séparé dans des sections General Works on Australian Lit, tout ça c'est des choses qui sont disponibles ici, d'accord, soit à la BU américaine, soit à la BUFR, enfin la Studothèque, soit à la BU Lettres. Donc Literary and Postcolonial Theory, General Works on Australian History, Works on Specific Historical and Cultural Events, et puis ensuite vous avez 3 films qui traînent. Si vous aimez bien la culture australienne, au clic, bien sûr il y en a plein d'autres des films si vous avez envie d'en voir. Literary journals, major Australian newspapers, et puis ensuite 2-3 ressources en ligne. D'accord, donc ça c'est vraiment si vous avez envie de creuser un petit peu plus. Et puis ensuite vous avez juste une table des matières. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre d'introduction générale. Oui, le but c'est vraiment de vous présenter une introduction générale à la littérature australienne, d'accord? Vous compreniez un petit peu les types de thèmes qui sont abordés, donc bien sûr c'est très limité, c'est que 3 auteurs, d'accord, qui sont relativement contemporains. L'auteur le plus vieux, on va dire, c'est Judith Wright. Judith Wright, elle a écrit dans les années 40 jusque dans les années 60, donc c'est pas hyper vieux non plus. The Secret River and Remembering Babylon, ça date d'il y a moins de 30 ans, non, on est vieux. Du coup, c'est vraiment des choses assez contemporaines. Si vous avez envie de lire d'autres choses, n'hésitez pas à venir me voir. Je peux vous proposer des choses un petit peu différentes en littérature australienne, mais ça, c'est vraiment de quoi vous permettre de comprendre un petit peu les dynamiques qui s'y déroulent et surtout certains des sujets extrêmement sensibles qui peuvent exister dans cette société-là. Voilà. De nouveau, j'insiste vraiment sur le besoin de lire les romans, c'est vraiment essentiel, d'accord? Lisez-les, vous allez vous ennuyer en cours d'une manière assez incroyable si vous ne les lisez pas. En plus, je pense pas que ce soit des romans particulièrement rébarbatifs à lire, il y a pire, on va dire, dans vos études. Essayez vraiment de les lire et forcez-vous, 50 pages par jour, c'est fait très rapidement. Remembering Babylon, c'est 250 pages, ça fait 5 jours, d'accord? C'est vraiment rapide. Voilà, l'idée aussi c'est bien sûr de comprendre, vous êtes en L3, de comprendre toutes ces questions de représentation de l'histoire, etc. avec le plus de nuances possible, d'accord? Il faut vraiment faire attention quand on travaille sur des situations coloniales, postcoloniales, à pas tomber dans le noir et blanc, bien, pas gentil, etc. Tous les aborigènes ils sont gentils, tous les blancs ils sont méchants en Australie,
Ça, c'est pas possible, d'accord, ça va pour les 6e. En L3, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de nuances dans ce que vous dites. Ça marche? Donc le cours, il sera en anglais. Si vous ne comprenez pas quelque chose, bah, arrêtez-moi. Si je vais trop vite, trop doucement, etc., vous avez le droit de venir me voir et de me demander ce qui se passe. Vous savez, on se connaît un petit peu, que j'aime pas qu'on parle pendant mes cours. Si vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, vous écrivez un petit message, ça sera très bien. Pour les téléphones portables, j'ai pas de raison de les interdire. Par contre, c'est pas super sympa quand j'ai des étudiants qui sont en train de taper des messages juste devant moi. Je suis pas en train de faire mes emails quand vous êtes en train de faire une activité, donc juste une question de respect. C'est tôt, si vous n'avez pas envie d'être là, ma foi, votre couette est un endroit bien plus sympathique ici. Voilà. Des petites questions sur le cours, tout ça? Eh bien, parfait. As usual, for those of you who know me, I'm going to ask you to introduce yourselves. So I've had quite a lot of you in class before, but we have a lot of students, so I recognize faces, but I don't always remember names. So if you can remind me of your name, or give me your name if I've never had it. If you can tell me your professional goal, what you're thinking of doing, you have the right not to have one. And if you have any, I don't know, specific knowledge of Australia, maybe you're Australian, maybe you've lived in Australia, I don't know, if there's anything in particular that you know, I'd be interested in knowing, and if you don't know anything, that's perfectly fine as well. Alright, we'll start all the way at the back. Sorry, just your first name, and you need to project your voice. Okay, I'm Thomas. Okay, thank you. I want to be a teacher, and I go to Australia very well. Okay, thank you. I'm Elena. I want to be a French teacher in a foreign country. My dream would be in Australia. And I know what we're learning with you in L1. Alright, thank you. My name is Lucas. I don't have any professional goal, and I don't know anything about Australia. Okay. I'm Louise. My professional goal is not sure yet. And same as Elena, I remember what we did in L1, but nothing more. Okay, thank you. My name is Manu. I'd like to be a primary school teacher. I don't really know much about Australia. Ok, Manon, c'est ça? N'hésitez pas si vous voulez fermer, je vois les réponses comme ça. Vous pouvez, vous avez le droit de vous lever, tout ça, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on a toujours un peu rien à voir. Maintenant, on est quasiment obligé de tout fermer. En hiver, on sera content. Alright. I'm Elise. I was a primary school teacher, and I don't know something special about Australia. Alright, thank you. I'm Ines. I don't have any clear professional job, professional goal. I know stuff about Australia that I learned in class, and I've seen several movies. Okay. Alright, thank you. I'm Clémence. Maybe I'd like to work as a translator, but I'm not sure yet. And I don't know anything about Australia. Okay. I'm Felicia. I want to work in tourism, but I'm not sure which work. And I just remember what we've said about Australia. Alright. My name is Paul. I want to be an English teacher in France. I know a little of Australia, a little bit of Australia and still classes. Okay. What's your name, sir? Paul. Paul. Okay. Thanks. Hello, my name is Lucas. I'd like to be an English teacher, and I have nothing knowledge of Australia. I'm Henri. I don't have any specific professional goal in mind, and I don't know much about Australia.
Thank you. My name is Leah. I'd like to be an English teacher in the future, and I don't really know things about Australia, but I know that I love kangaroos. Okay, there are pictures of kangaroos in this PowerPoint just for the first week for you guys. My name is Chloe. I like to be a teacher, and I don't know anything specific about Australia, but it's a very interesting country. As you know, I'm Peter. I like to be a linguist. And the things that I know about Australia is Nicole Kidman. And then it has lots of awkward animals. Thank you. My name is Vivian. I want to be an English teacher later, and I don't know much about Australia. Okay, so Vivian? Yes. Okay. I'm Andrea. J'ai pas entendu. I don't know what I want to be, and I don't know much about Australia. Okay, thank you. I'm Eloise. I don't know what I'm going to do yet, and I don't know much about Australia. I'm Claire. I want to be an English teacher, and I don't know much about Australia. I'm Marina. I want to know what I will do in the future, and I don't really know a lot about Australia. I'm Pauline. I'd like to be an English teacher, and I don't know that much about Australia. Okay. I'm Marcela. I want to be a primary school teacher, and I don't know a lot of things about Australia. I'm Martin. I'm a bit lost for my future profession, and I don't know very much about Australia. Thank you. I'm Lynn. I don't have any professional goal, and I don't know much about Australia. Okay, Hélène, c'est ça? Yeah. Ah, Hélène. J'ai bien fait de demander. I'm Apolline, and I would like to teach children literature in French and in English. And my knowledge of Australia is pretty limited, but I'm very, very interested in the Aboriginal culture. Okay, you should get this. If you like children's books, this is a classic in Australian books, the Bunyip. C'est comme le Dahu. C'est le Dahu australien. Le Bunyip, c'est la bestiole imaginaire qui explique un peu tous les sons bizarres qui existent en Australie. Et vous avez The Bunyip, je sais pas quoi, Sailor Creek, un truc comme ça. C'est une histoire super connue. C'est l'histoire des gamins en Australie. My name is Maxim. I'd like to be a primary school teacher, and only remember what we saw in the first year about Australia. My name is Jessica. I'd like to teach English in the future, and the things I know about Australia is just a few things we've seen in the past years. Okay, thank you. My name is Lisa. I would love to teach French in different countries, and really my Australian knowledge just stopped at a couple of actors, so okay. I'm Alicia. I come from Italy, where I study foreign languages. I'm an Erasmus student, of course, and I don't know, maybe I'd like to become an English teacher or a French one, or specialize in journalism. And I don't know anything about Australian literature, but I'm here to learn. Okay. My name is Julia. I'm from Italy, and I would like to be an Italian teacher in France. And I don't know anything about Australia. Just the accent. Yeah. It's different from English one. Yes. Okay, so you're Erasmus as well? Yes. Okay, thank you. My name is Fakhriye, and its pronunciation is a little bit hard for people. You're So gonna have my to spell that for me. Fakhriye, but my friends and other people prefer to call me Ferry, and I come from Iran. I'm Iranian, and I don't have a lot of things
and I don't have any idea about Australian history, and yeah. Okay, but you're not an Erasmus or an exchange student. You're enrolled here. Okay, thank you. Hi, my name is Ludovic. Ludovic? Yes, I'd like to teach English to adults. And one of my best friends and former flatmate is Australian. Okay. So I know that they eat very weird things. Okay. Thank you. I'm Cedric. I'm actually an English teacher, but not a close mind. So, and about Australia, let's just say I'm like Jon Snow in Game of Thrones. I know nothing. Basically, just the rock band and the ACDC. It's the only. Okay. All right. My name is I'd like to be a translator, and I don't know much about Australia. Okay. I'm Estelle. I'd like to be a translator too, mostly thrillers and young novels. And it's another fact that there are big spiders, and which means there's no way in hell I'm going to Australia. And I don't have as much knowledge about it. Okay. All right. Thank you, guys. It's really funny. I had a tutorial with first-year students, and they're always really confident about what they want to do. And then as the years progress, students start to change and be like, I don't really know what I want to do. Like, there's a level of certainty in first year that sort of leaves at some point. I'm not sure when. All right. So, yeah. So our job for today is, I just want to speak very generally about Australia, as I've done before, so this will be a bit boring, Luca. But just to give you some very basic knowledge of this country, very basic things that will be useful when you read the novels. Before we do that, I just wanted to show you the works that we're going to work on, The Secret River, Remembering Babylon. You can get them wherever you want. There are some major websites online that provide them quite easily. They're also available at the library, so the first ones to get their hands on them and can get them. They're usually quite easy to get, pretty much. Can you actually buy them here? Honestly, I don't think online. you can. Yeah, I buy things online, but they're pretty easy. You can get them second-hand as well, so they're pretty cheap to get most of the time. Even when you pay full price, usually it's not that much. I'm not sure if you've had a look yet. So yeah, these are the three ones, and obviously for this one, don't buy it, but all of the poems that you'll be reading come from this collection here. Alright, and I just wanted to show you, this is the slide that I have. This is a painting of the founding of Australia by Captain Arthur Phillip in 1788. That is a symbolic raising of the flag, and in this I challenge you to find Aboriginal figures, because of course Australia was populated by Aboriginal people, and you can see that in colonial representations of Australia you had very little representation of Aboriginal people. Most of the time when they were represented, they were actually represented almost like the fauna, that is, as the background that showed that this was Australia, not so much as important figures that constituted the society of the time. And you'll see that we'll speak a lot about this, if you want, this dismissal of Aboriginal people that is discussed very much in the novels. So, I'm sure you guys know a bit more about Australia than you said. Obviously there are a lot of very famous Australian actors, there are a lot of famous Australian bands as well that you might know of. There are a lot of famous Australian athletes. Australia is actually it's a very big country in terms of size. That's Australia. In Australia you've got a mainland, c'est dans le continent, d'accord? Australia is made of the mainland and of a small island called Tasmania. Yes, this is where Tas is from, the cartoon. Okay, so you've got a mainland and Tasmania. There are also a number of islands that are located mostly around here in what we call the Torres Strait. Here, up.
Torres. Je vais l'écrire, je ne sais pas où. Allez, hop. Torres Strait, c'est avec un T, hein, c'est pour détroit. D'accord, c'est le détroit de Torres en français, c'est le détroit en fait qui sépare l'Australie et au-dessus la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous montrerai des cartes tout à l'heure. But basically, in Australia, you've got the mainland, Tasmania, as well as some islands. They also have a couple of islands further away, but they don't really have a population or an important population there. For us, it's important to know that Aboriginal populations are considered to be different on the mainland, in the Torres Strait, and in Tasmania. So basically, we identify Torres Strait Islanders who are the local populations in the Torres Strait and who have a specific type of culture. Okay, so they are, if you want, largely Aboriginal people, but their culture is quite specific to these islands. We also have Tasmanian Aborigines. We won't speak much about them, but Tasmanian Aborigines are also considered to have a very different culture from the rest of Aborigines on the mainland. Now, Australia is a very big country in terms of size. What do you think? How many times the size of France is it? Combien? 40? It's 1-4. Yeah, 14 times the size of France. Okay, so in terms of size, it's huge. If you want to drive from here, from Sydney to Brisbane, it's going to take 20 hours. Okay, you've just done this bit. So Australia is tremendously big, and this is something that it was really important at the time of colonisation, because the people that lived, say, here at the time of colonisation, well, you know, in the 19th century, would be hours and hours and hours away from Sydney by horse, okay, or by foot. What this means is that, just like in the Wild West in the US, you had very little institutional or police presence. Okay, and you'll see this in the Secret River, the isolation of the settlers and the fact that sometimes they took matters into their own hands during colonial times. So it's 14 times the size of France, but the population is just, it's just about 22 million. Okay, so it's 1/3 the population of France, but 14 times the size. So obviously, you've got a very different density. Most of the population is located, most of the population is located in those areas. Okay, in the middle, you've got a very large desert area. Of course, I'm sure you guys know quite a lot about sports. Yeah, Australia is quite a small nation, but has a lot of athletes. Sport is actually very celebrated, very much glorified in Australia. And like in France, we're not a very sporty nation compared to how many people are in this country. And of course, there are some sports that are very popular in Australia. The most popular sport is actually a sport that is specific to Australia. It's called Australian Rules Football. Vous savez peut-être qu'en langage familier, pour raccourcir Australian, vous avez deux adjectifs. C'est du familier, hein, vous ne mettez pas ça dans les dissertations. Mais on peut parler de Oz, comme ça, et sinon vous avez ça. Aussie. D'accord, c'est deux adjectifs, c'est vraiment de la langue familière. Hein. Mais du coup, on parle souvent de Aussie Rules Football. So Aussie Rules Football is very close. I'm not sure if you've ever seen that to Gaelic football in Ireland. No. They're pretty much, it's like rugby, but not quite. They can use their hands, they can use their fists. They have to hit the balls like this. And the pitch is an oval. And like rugby, they've got poles, but they've got 4 poles. So if they aim between the 2 largest ones, they get 3 points. Between the 2 small ones, they get 1 point. It's pretty violent. They like it. You also have rugby, which is quite popular there. You guys might know about Uluru.
à Ayers Rock. Il y a plein de bars qui s'appellent Ayers Rock en France. Ayers Rock, c'est ça. C'est le caillou, le gros caillou rouge, qui s'appelait Ayers Rock pendant longtemps parce qu'il a été découvert par quelqu'un qui s'appelle Ayers, et bien sûr ça a été renommé récemment parce que c'est pas du tout politiquement correct d'appeler ça Ayers Rock alors qu'il y a des aborigènes qui habitent là-bas depuis 40 000 ans. D'accord? Donc maintenant ils ont renommé ça officiellement. En Australie ça se fait pas du tout de parler de Ayers Rock, c'est assez offensive. But people speak about Uluru, which is the Aboriginal name for the rock. This central rock, which is obviously an icon for Australia. These are some of the other icons that you might recognize. This is Bondi Beach in Sydney, one of the most popular beaches. This obviously is the Sydney Harbour and the Sydney Opera House here. And then here you just have, this is in the Whitsundays, islands around here. You've got a lot of beaches. Beaches in Australia. This is another image that you might have of Australia as well, this image of Aboriginal culture, which has pretty much nothing to do with what Aboriginal culture is today. Most Aborigines live in urban areas, in inner city suburbs. They're a population that is extremely poor, and there's a huge gap between the life expectancy of an Aboriginal person and a non-Aboriginal person, whether they finish secondary school, etc. So the situation, this is pretty much what is presented to tourists. There are very few people that live like this in Australia today. What Australia is closer to, is actually a wide variety of landscapes. D'accord, donc ça c'est le moment sympa, on va dire. So this is you've got lots of deserts in Australia, but the country is so big that you've got very different types of deserts. You can see this is the central desert where the earth is very red, as opposed to the western desert where the earth, the sand, is much more yellow, if you want, I'm not sure how to describe that. In the north, you've got a lot of mangroves, and you also have a huge tropical forest around here. So Australia actually includes a lot of different climates. You have mangroves with lovely crocodiles in the north. So this whole section here, yay, crocodile country. Tropical forest, you also have desert areas. And in the south, in Tasmania, parce que bien sûr, hémisphère sud, donc l'endroit le plus chaud, c'est le nord, et l'endroit le plus froid, c'est le sud. D'accord, c'est bête, mais il faut le garder en tête. Pour nous, quand on dit ah, je vais au sud, yes, il fait chaud. Là-bas, c'est le nord où il fait le plus chaud et vous n'avez pas envie d'y aller parce qu'il fait trop chaud. D'accord. Donc c'est vrai que plus vous descendez vers le sud, plus il va faire bon parce que plus vous vous éloignez de l'équateur. In Tasmania, you've got weather that is better, but that is similar to what is in the UK. Okay, it's better because the temperatures are a bit higher, but it's quite windy, it's quite rainy, and it's not too warm. When you get past this line, the weather gets really warm. Okay, very hot. In Brisbane, for instance, here you get up to 40 in the summers, and in the winters it doesn't go below 20. Okay, so it's very hot, but it gets very humid as well. Most of Australia actually looks like this. This is what the countryside in Australia looks like, or this. Okay, this is an example of mountains pas loin de Melbourne, c'est-à-dire à 4 heures, parce que là-bas, pas loin, c'est là, on fait aller retour dans la journée, c'est un peu comme aux États-Unis, vous n'avez pas la même vision des distances. Quand moi je vais à quelque part à 2 heures, je suis là, c'est super loin. Là-bas, on réfléchit pas comme ça. So this is the bush, okay? This is the name for the Australian countryside. Vous ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. On ne parle pas du Australian countryside, on parle du bush. There's another name for the Australian countryside when this Australian countryside is mostly made of desert. You can see that the bush is made very much of trees, it's very dense, mostly with gum trees. Les gum trees, c'est les eucalyptus. Vous aimez les eucalyptus, vous allez en Australie, on a je ne sais pas combien de centaines de types. Pour moi, ça a toute la même tête, hein, mais il y a plein d'eucalyptus. So mostly gum trees in the bush. There's another name for the countryside when it's a bit more desert, and this is called the outback. Okay, so you need to know these terms to be able to recognize them. Okay, they're not talking about plants, they're talking about various places in the countryside.
Donc par exemple, la randonnée en Australie, on va appeler ça bushwalking. D'accord? Most of Australia, however, looks like this. Okay, for 80% of Australians, they live in the cities. There's actually a very small minority, as you can see, 20% of Australians that live in the countryside. So the reality for most Australians is a very large city. This is the example of Melbourne. You can see the ugly train station there. Big, you know, square lines of streets, as in the US. Pretty much except for historical centres. And then here, I'm not sure if you can see, this is Chinatown. So the reality of Australia today is that it's actually very varied culturally. There are a lot of areas. If I give you the example of Melbourne, in Melbourne you've got the Central District, and then you've got lots of different suburbs. If you want to eat Cantonese, you go to the Cantonese suburb, to the Vietnamese suburb, to the Hunan suburb, etc. You've got lots of very clearly differentiated suburbs in those areas. Bon, là c'est le moment qu'il faut faire, hein, vacances sur l'Australie. So, lots of weird animals in Australia. There won't be many animals that are mentioned actually in the novels, very disappointingly, I'm sorry. But these, of course, are the two most well-known: kangaroos, koalas. There are actually quite a lot of animals that are not as well known. You've got the wallaby, which is a small type of kangaroo. They're about this big. And these are the animals that you see in the forest, comme on verrait des chevreuils en France, quoi. D'accord, c'est pas des chevreuils. You also have echidnas. They look like hedgehogs, but weird. You have emus, very big birds that are mostly located in the desert. You also have this, wombats, which are kind of like big guinea pigs, like they're really big, they're about this big. And they live, same thing, in the forest. Sometimes you can see them, they're quite shy, but you can come across them sometimes. This is the inspiration for Taz, the cartoon, which looks nothing like this, right? This is called a Tasmanian devil. Obviously, it's only located in Australia. They're very active little things that run around. It's very difficult to see them in the wild. The natural swan in Australia, le cygne, is actually black, which generated a lot of confusions for colonizers when they arrived, because they felt that the world was upside down in Australia because even the swans were black. So you'll see in the novels that in the history of Australia, in the literature of Australia, there was actually a lot of efforts to try to come to terms with how different Australia was. Une chose qui n'existe pas, par exemple, très peu en Australie, sauf dans le nord, vous avez la forêt tropicale, et oui, vous n'avez pas trop ça, c'est le vert du printemps ici. C'est-à-dire les plantes en Australie, les trois quarts sont des plantes qui ne perdent pas leurs feuilles, en général elles perdent leurs écorces. Logique. Donc en fait, toute l'année, vous avez les eucalyptus qui ne perdent pas leurs feuilles. Et c'est vrai qu'il y a des couleurs qui existent en Europe, qui n'existent pas en Australie. Cette couleur du printemps, bien sûr, elle existe sur le gazon, mais le gazon en Australie, dès les 3 premiers jours de l'été, il est cramé, hein, il est jaune. Donc c'est vrai que, et puis dans les zones du nord, vous n'avez même pas de gazon, les gens ils n'essayent même pas, hein, ça ne peut pas survivre à ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en Australie qui sont très différentes de l'Angleterre. Il faut penser que, ça vous le savez sûrement, que l'Australie au départ c'est une colonie pénitentiaire. Donc c'est des gens qui étaient forcés à aller en Australie, qui restaient en Australie contre leur gré. Et beaucoup ont aimé ce qu'ils ont trouvé, mais beaucoup ont eu du mal à passer du climat du Royaume-Uni au climat australien, à passer du vert, parce que c'est vert quand même, hein, le Royaume-Uni, ça pleut bien, du Royaume-Uni à des couleurs. Vous voyez dans le bush, on a des couleurs qui sont beaucoup plus vert foncé en fait, enfin, c'est difficile à expliquer, mais des couleurs qui sont beaucoup plus des couleurs de sapin, de choses comme ça, d'eucalyptus quoi, qui existent là-bas. Donc vous verrez dans les romans, bon, c'est des romans qui sont contemporains mais qui parlent de la période coloniale, que vous avez un petit peu toute cette ambiguïté par rapport à la nature qui est là, le fait qu'on se retrouve dans une nature qu'on ne maîtrise pas, et des animaux qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, il y en a beaucoup dans The Secret River notamment, c'est pour ça qu'on le fait en premier. There's also the platypus, l'ornithorynque. C'est plus simple quand même à écrire en anglais. The platypus, which is actually very disappointingly small, it's actually about this big. And the platypus is one of the strange animals. You know that it's a mammal that looks like a duck and that has a tail that looks like the tail of a beaver. This was actually an animal that was brought back to Europe, and in Europe it was thought that it was a scam.
Okay, it was thought that it was a fake animal that was created. So you can see this is a painting qui s'appelle Looking for the Stitches. Donc ils recherchent en fait les points de couture, d'accord, parce qu'ils se disaient que cet animal était tellement improbable que c'était pas possible qu'il y ait un mammifère qui vive dans l'eau mais qui ait ça avec des palmes, etc. Ils trouvaient ça un peu bizarre. You also have lots of birds that are specific to Australia. You've got the cockatoo. You also have the kookaburra. Ouh, il y a combien de R un kookaburra? J'ai pas dû l'écrire. Laissez-moi voir. Je pense pas que j'ai noté. Attendez, je recherche. Gauche, gauche, gauche. These are gallas. Oh, I'm going to make them. Kookaburra. Je sais pas combien de R. Demandez à Google. Le kookaburra, il est important parce que c'est un oiseau qui a un cri qui, on dirait un rire méchant. Ça fait comme ça. C'est vraiment déstabilisant quand on ne le sait pas. Il faut savoir que les colons qui sont arrivés, en fait, ont été vraiment déstabilisés. Ils avaient l'impression qu'il y avait une présence dans la forêt qui se fichait d'eux. En fait, c'est juste un oiseau. Mais c'est vraiment, quand on le sait, c'est marrant. Et quand on ne le sait pas, je pense que la nuit, ça devait être un peu flippant avec l'idée qu'il y avait le bunny qui se baladait. C'était un peu flippant. Vous avez aussi, donc ça, c'est les gallas. Je vous le mets parce que souvent, c'est mentionné dans les romans. C'est les pigeons, quoi, d'Australie, il y en a partout. Et ça, c'est des lorikeets. Je ne sais pas s'ils en mentionnent, mais... Donc ça, c'est un petit peu la faune que vous pouvez avoir. For the novels that speak about the colonial situation, you have to keep this in mind. The alienation of being in a land where you don't actually know the animals, where you don't know what you can eat, what you can't eat in terms of berries and fruit. And you'll see that the novels actually go over this. And of course, one point is that Aborigines did know how to use all this. So settlers were very dependent on Aboriginal people for knowledge about the land and what they could actually eat, what they could actually do with the land originally. So this is one of the many contradictions of colonization in Australia. All right, less entertaining. This is a map, as you can see, of Australia. You can see that Australia has Papua New Guinea as its neighbour. Here you can see these are the islands from the Torres Strait, which is to see. Well, Papua New Guinea, this part is, the yellow side, is part of Indonesia. Okay, so these are extremely close neighbours to Australia. Vous pouvez voir dans la carte que si l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont assez proches, on va dire, en termes de culture européenne, pas du tout en termes de culture native. Les Maoris, les Aborigènes, ça n'a rien à voir. Ils sont, dans nos têtes, on associe beaucoup Australie et Nouvelle-Zélande, mais en fait, géographiquement, l'Australie est beaucoup plus proche de la Nouvelle-Calais, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de l'Indonésie que de la Nouvelle-Zélande. D'accord, vous êtes du nord de l'Australie, en tout cas, vous êtes beaucoup plus rapidement dans ces endroits-là. Du sud, bah, ça met un moment. Traverser l'Australie en avion, c'est 4 heures. C'est pas petit. Alright, now this is something that you need to be familiar with, the name of the states, because you'll find them in the texts. So you'll need to be able to recognize them, even though our novels are very much based in New South Wales, which was the first area to be colonized in Australia. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous avez, c'est dans votre fascicule de documents, vous pouvez tranquillement surligner ça, où c'est que je vous l'ai mis? Hop là, ici. Donc vous l'avez ici, c'est le document 3 qui est page 7. Pendant que j'efface le tableau. So you can see here some of the names of the different states. Je vous les ai mis sur une autre slide. Oh non, on va pas faire ça maintenant. But basically, you can see the different states. You need to be able to recognize them to know that they're basically Australian states. The most important one is New South Wales, LSW, that you've got here. This was the first region to be colonized in Australia. That's why most of the novels deal with this area. So the Secret River and Remembering Babylon are located in New South Wales, not in the same area. De nouveau, conduire de Sydney à Brisbane, que vous avez là, c'est 20 heures. D'accord? Donc c'est pas... c'est plus grand que la France, quoi.
Oui. Donc c'est très très long. You can also, yeah, that's it. And Judith Wright actually was born in the north of New South Wales, so around, well, further up north from Newcastle, around here. So most of the novels that we deal with take place there, but obviously in the novels they refer to other colonies. You've got Tasmania, ça c'est les, ce que je vous écris au tableau, c'est les acronymes officiels, d'accord? Comme nous on peut avoir, je sais pas, s'il y avait un acronyme pour Meurthe et Moselle, ben voilà, ce serait ça. Enfin pour le Grand Est, le GE. You've got Victoria, which is the area where Melbourne is. You can see down there, Victoria. Vous pouvez voir que c'est des noms très très britanniques, d'accord? New South Wales, c'est juste la Nouvelle-Galles du Sud, donc c'est vraiment Victoria parce que c'était la reine Victoria qui était au pouvoir quand ça a été créé. Tasmania, ça c'est sur la personne qui avait découvert ça. Il faut savoir qu'avant la Tasmanie, ça avait un autre nom, ça s'appelait Van Diemen's Land, parce que c'est Van Diemen qui avait fait la circumnavigation de la Tasmanie. Vous pouvez le trouver. One thing you'll find is that Van Diemen's Land is actually very much associated with the penal settlement past of Australia, because on Van Diemen's Land was the worst prison, the highest security prison, if you want, with the highest punishments in the whole of the Australian colonies. So Van Diemen's Land was actually a very terrible reference. No one wanted to go to Van Diemen's Land, and that's why they changed the name later on to Tasmania. And then you've got other names that are much more, vous avez le Queensland. So Queensland, which is in the north here, where the weather is particularly tropical. And then you've got three other names that are geographical, mostly. So you've got, you've got South Australia, so SA. Là, ils ont rivalisé d'originalité. À l'ouest, vous avez Western Australia, c'était vous. Et en haut, vous avez Northern Territory. Où vont-ils chercher tout ça? Et vous avez un dernier État, enfin c'est pas un État, c'est un territoire. Vous voyez qu'en fait tous sont des États sauf le Northern Territory qui est un territoire, d'accord? C'est juste que légalement, enfin juridiquement, ça n'a pas le même statut. C'est pas que ça nous intéresse trop dans un cours de littérature, hein. Et vous avez le ACT, juste pour votre connaissance personnelle, Australian Capital Territory, qui est aussi, comme vous pouvez le voir, un territoire, donc ça n'a pas tout à fait le même statut qu'un État. Ça c'est à voir par rapport au nombre de membres qu'ils ont au Parlement, blablabla. Donc Australian Capital Territory, qui est le minuscule truc orange que vous voyez là autour de Canberra, qui est bien sûr la capitale de l'Australie. Pourquoi? Parce que Melbourne et Sydney voulaient être des capitales, aucun des deux n'a réussi à l'être, donc ils ont mis la capitale à peu près au milieu, mais plus près de Sydney, et comme ça dérangeait Melbourne que ce soit dans l'état de Sydney, ils ont créé un territoire spécial autour. Et il y en a là-dedans. Voilà, so these are things that you need to know. In terms of climate, I was talking before about climate. You can see here the desert areas that take up quite a lot of Australia, as you can see. You also have quite a lot of grassland, okay? Grassland which is semi-desertic areas. So you can see here the list of climates that you have. You can see temperate climate. This is the type of climate that we have, which is only in the southeast. Okay? Et il fait quand même meilleur que nous dans nos contrées. Grassland is the yellowish things you have. Desert, you can see subtropical climates that exist here and here. You can see tropical and equatorial climates. Okay, so lots of variety in climates in Australia. Et il faut le dire, bon là on a eu chaud cet été, mais la chaleur ça fait un peu rêver quand on habite dans un pays comme la France. Il faut savoir que la chaleur c'est affreux quoi. C'est affreux de vivre dans un pays où il fait très chaud. Enfin, c'est vraiment pénible, surtout quand on n'a pas l'habitude. Pour les colons, pendant très longtemps, il y a eu la croyance que la chaleur était mauvaise pour la santé et qu'être envoyé en Australie, un pays où il faisait très chaud et en particulier dans le nord, c'était l'horreur. D'accord ? Nous, la culture, on va dire, a changé. Maintenant, il y a une recherche de la chaleur un petit peu qui n'existait pas forcément à l'époque. Et enfin, ouais, 40, c'est pas fait.
for no one. This is the density of Australia. It's not very dense. You can see very much that the density is the highest next to the major cities. So this is Sydney, this is Melbourne, this is Brisbane, this is Perth. Okay? So you can really see that in the centre, it's not complete desert. There are populations there, but obviously the density is very, very low. And considering the heat in Australia, there are problems with the drought every single year. Drought, c'est comment ça s'appelle, la sécheresse. Tous les ans, il y a des problèmes de sécheresse. Donc, tous les ans, vous avez une période avec des interdictions, notamment sur nettoyer votre voiture vous-même. Vous n'avez pas le droit de le faire, arroser les plantes, etc. Parce que ça craint trop. Et l'autre chose que vous avez qui est extrêmement dangereuse, c'est les bushfires, c'est-à-dire ce qui se passe un petit peu dans le sud de la France, des zones entières qui brûlent, qui sont extrêmement dangereuses. Il y a eu un bushfire extrêmement meurtrier qui a eu lieu à moins de 100 bornes de Melbourne en 2009, où il y a des centaines de personnes qui sont mortes qui n'ont pas pu être évacuées à temps. Donc je sais pas que je fais pas la pub de l'Australie, mais c'est un pays qui est dangereux. Il faut savoir où on va, on ne peut pas partir en randonnée comme en France, au pire il y a une vipère. Les animaux sont dangereux, le bush est immensissime. En France, si vous êtes perdu au fin fond du Larzac, vous marchez 10 bornes, il y a un village où il y a une habitation. En Australie, vous pouvez marcher 300 bornes sans rien trouver. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment un pays qui est différent en termes de taille, en termes de densité. Elle était bien la carte. Alright, the Prime Minister at the moment is called Scott Morrison. Dans le fascicule, vous avez un document qui vous donne la liste des premiers ministres, qui n'est pas à jour parce que comme vous voyez, ils ont changé de premier ministre, un énième retournement de situation. C'est insupportable la politique australienne en ce moment. Le 24 août dernier, le fascicule était déjà fait. Donc je dis, ils me saoulent avec leur changement de premier ministre. Donc c'est page 6 du fascicule, je vous ai mis la liste des premiers ministres. Je vous ai mis que le dernier, il était encore au pouvoir quand j'ai fait le fascicule. Le pauvre Malcolm, il a sauté. En fait, it's a mechanism that exists in Australian politics where the leader of the nation, the Prime Minister, is the leader of the party. Okay, it's a party that's elected to be in power. So at the moment, it's the Liberal Party that is in power. And basically what they do is to challenge the leadership of the party. So basically the leader of the party was the previous Prime Minister, Malcolm Turnbull, and Scott Morrison challenged his leadership, so there was a vote within the Liberal Party, they changed leaders and therefore they changed Prime Ministers. Ceci, ça s'est passé 6 fois dans les 10 dernières années. Ça s'était jamais passé avant dans l'histoire australienne, c'est insupportable. Tous les 2 ans, il y a un Premier ministre qui saute. C'est insupportable. C'est assez n'importe quoi. C'est ça, 1, 2, 3, 4, non 5 fois ça s'est passé. Mais Scott Morrison, il est aussi sur un siège éjectable. Tous. Bon, voilà, il est content pour l'instant. Until the next leadership challenge. Australian politics are very difficult to follow. In particular because you know that the year is different because we're in the southern hemisphere. Obviously, at the moment it's the end of winter in Australia and we're moving on to spring. As opposed to us moving on to the stupid winter. And of course, the summer holidays are during the months of December all the way to February. They start the year in February and they finish in November. Okay, so the thing is, in August there's a lot happening in Australian politics, unfortunately for us, because we're on holiday. There's a lot happening because it's the middle of the year, just like there's a lot happening for us around November all the way to February. Alright, so a couple more things about Australia. Oh yeah, we're good. So this is the flag of Australia. You can notice that there are no references to Aboriginal people in this flag. Here and there are debates about changing the flags. No one really cares actually. So the flag has never been changed. You can see very much the allegiance to the UK in this flag. The stars represent the colonies that federated to create Australia. Australia was different colonies until 1901. So there were separate
colonies, basically. All these names of states that I gave you, all except for the territories, these were separate colonies that belonged to the British Empire. And then these colonies federated into one country in 1901, and so the stars, you've got 6 stars, represent the colonies, the 6 colonies that federated to become a state in 1901. So that's New South Wales, Tasmania, Victoria, South Australia, Western Australia, Queensland. That's the 6 ones. And then the number of stars reflects, oh je me rappelle plus, il y a quelque chose sur le nombre de pics dans les étoiles qui reflètent le nombre de gouverneurs généraux, je sais pas quoi. Donc c'est encore un truc sur la politique et la constitution australienne. There's absolutely no reference to Aboriginal people in this. We'll speak about it very briefly, but Aboriginal people were not even included in the Constitution. In fact, they were not even counted in the Australian Constitution. They were not even counted in the census, because in 1901 it was believed that they were just going to disappear, that they were a population that was ancient or archaic, and that they would basically disappear in the face of European modernity, which obviously was not the case. Today they are, of course, counted in the census, so this has changed, but you can see that the whole history of Australia, we'll speak about this quite a lot next week, is about erasing Aboriginal populations. Okay, this is the logic of a country like Australia. It's the same logic in the US, in Canada. When you settle a country, you need to get rid of the local population. Another thing I wanted to show you is this. These are the Australian permanent residents in 2006 by country of birth. Il faut savoir que vous pouvez être un citoyen australien si vous émigrez en Australie et que vous avez un visa permanent, ça s'appelle être un permanent resident. D'accord? Et ensuite, au bout de 5 ou 6 ans, vous avez le droit de faire une demande de citoyenneté. Je crois que c'est pareil en France, vous avez besoin aussi d'avoir 5 ans, de prouver que vous avez vécu 5 ans dans le pays pour faire une demande de nationalité. So you can see basically where the populations that are in Australia basically come from originally, beside Aboriginal people. You can see, of course, the importance of China here, the importance of Italy, the importance of the UK. Yes, full stop, the UK. You can also see that there are a lot of South Africans that migrated to Australia after the end of apartheid, mostly for fear of the violence. People thought that South Africa would become extremely violent, turn into a civil war, which hasn't happened, but a lot of people left South Africa and went to Australia. C'est pas très loin, entre guillemets. You can see here Germany, Greece as well. There's a very large Greek population. Melbourne is the 2nd largest Greek city in the world after Athens. Okay? So there's a very large Greek population in Melbourne. You can see Indian population, Vietnamese, Philippines, and then you can see some of the countries that bring less people. But you can see how varied the population is, which was not really the case during colonial times. This is a shift that happened in the 1970s. We'll talk about this after the break, when Australia opened itself to lots of other migrants. But until then, Australia was actually only limited to white people. Only whites could migrate to Australia. Other than that, in terms of very general things to say about Australia, Australia hasn't actually had too much problem with the crisis that was very strong in Europe. The reason for this is that there has been a huge mining boom, in particular in Western Australia. So all the area from Perth here to Broome, j'ai pas les villes, hop, je les ai. So from Perth, on peut noter Broome. On n'a pas Broome, mais Broome c'est là. So from Perth all the way here, there's been a huge mining boom. Australia has tremendous mining resources, and this has helped it basically sail through the financial crisis quite easily. So yes, there has been an impact, but nothing compared to what happened in Europe or what happened in the US. So it's doing okay, it's doing quite well financially. It's a country where the living conditions for non-Indigenous Australians are very high.
compared to other countries. For Indigenous Australians, for Aboriginal Australians, the living conditions are actually very low. They're not very close to that of a developed country, frankly. All right. I propose that we take, do you guys have any questions? Anything burning? No? All right, let's take a short break, 5 minutes. Des livres, si vous connaissez. Des livres là, On doit acheter. Je pense que ça se trouve en ligne. Ouais, la bibliothèque américaine. Ah, ici Place Carnot. Ok, Place Carnot. Place Carnot est une bibliothèque américaine. Ça marche avec notre carte étudiant et on peut emprunter les livres là-bas. Ah, ok. C'est. Tu vois où est le restaurant universitaire, Place Carnot. Ouais. C'est de l'autre côté en fait de la fac de droit. Ah, ok. De ce côté-là, il y a la bibliothèque américaine, c'est dans un sous-sol. Il faut être dans le sous-sol. Et on peut emprunter des livres là-bas. C'est assez grand, ils sont tous. Ah, d'accord. C'est ouvert tous les jours, je crois. Et jusqu'à quelle heure? Je suis allé une fois là-haut. Ok. Du coup, est-ce que vous connaissez les horaires de la bibliothèque américaine de la Pas tellement. Je suis allé une fois, Et c'était pas ouvert? Si, c'était ouvert, mais ça fait très longtemps, je me souviens. Il me semble qu'il ferme pas très tard, genre à 17h. Ouais, peut-être. Ah, ok. Après, je dirais qu'ils sont ouverts avant 9h et je pense qu'ils sont ouverts entre midi et 2. Mais c'est vrai que c'est pas. Bah, ça va pas très très tard. Je pense que ça doit être un peu compliqué à trouver les livres parce que. Non, franchement, si je remember sur Amazon. Oui, sur Amazon, c'est facile, mais ça va prendre du temps à trouver. Bah après, ça dépend selon le seller que tu prends. Si tu prends Amazon comme seller ou 2 jours c'est chez toi. C'est vraiment rapide. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas prendre un bouquin aux États-Unis parce que là,
c'est pas super pratique. Après, moi, si je parle de mon roman, il faut photocopier les premiers chapitres pour les lire, mais c'est vrai que il y a que. Enfin, dans 2 semaines, on commence à en parler, donc c'est vrai qu'il faut pouvoir les avoir rapidement. Oui, je pense que j'ai commandé ça. En Europe. Ils ont dépassé beaucoup d'argent. Oui, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du moment. Après, si tu as des questions Aujourd'hui, on va aller à la bibliothèque. Bibliothèque de bibliothèque américaine. Je pense qu'on peut le trouver. C'est comment ça s'appelle? Secret River. C'est devant le parc de Dora? C'est devant de la fac de Dora? C'est de l'autre côté de la place. C'est plus au milieu en fait. Tu vois, pour Léopold de la place Carnot comme ça. Place Carnot. Ok. Ouais. Je dois écrire. C'est ah bah je vais Bibliothèque américaine, on peut chercher sur Google Maps. Ah ouais. 10 minutes. Alright, on va commencer. Alright, so the idea for the rest of the time that we have today and a little bit next week as well, because I don't think we'll have the time to cover everything, is to do a very short introduction to Australian history by basically insisting on the points that will be useful for the novels, because obviously we don't have a course in literature, but you need to have some historical background to really understand what's happening in the novels. So in your fascicule, I put this is the very first document to have a timeline of Australian history where you've got major moments. This is not there for you guys to learn it. This is there as support. If, for instance, there's a date in a novel and you want to have a look at what's happening around that period, you can go look at the timeline and try to see what's happening. Now, for now, you can have a look at the 4 major moments that I identified. You can see here Aboriginal presence in Australia. There's a lot of debate about when Aborigines arrived in Australia, but it's probably somewhere between 40,000 to 60,000 before Christ. Okay, so there's no debate in Australia that Aborigines were there first. That's quite clear. There's a lot of evidence that Aborigines were present on the territory way before Europeans. As you can see, there was a lot of Aboriginal presence in Australia until, so we can identify a first chunk of history, if you want, until the arrival of the first Europeans in 1788. Which is when the colonial period began, very progressively. Okay, colonization was very slow at first. You need to remember that Australia is 14 times the size of France, so even in the 1950s, not all of Australia had been fully colonized. Okay, it took a very long time to do that. Oops. So you can see a second period that I identified
identified as the colonial period, that is when Australia was made basically of different colonies. Il faut vraiment avoir en tête que c'était des colonies complètement séparées. C'est-à-dire que si vous passiez un produit de la colonie de Nouvelle-Galles du Sud à la colonie du Victoria, vous aviez payé des taxes. D'accord ? Il faut vraiment se dire que c'était comme des pays séparés, d'accord ? Des colonies 100% séparées qui répondaient à Londres, mais qui n'avaient pas forcément des liens entre elles. Donc ça, c'est toute la période coloniale où vous avez the development of colonies in a very gradual way. In Australia, nature was very difficult to dominate. The colonizers had hoped that Australia was a promised land, a wonderful land. There was a belief that there was bound to be a final continent to colonize that would be wonderful with grass and all sorts of things. Australia is not quite that. It's a place that was quite difficult to colonize, in particular, not very far from Sydney. So this is Sydney. You've got a range of mountains that are called the Blue Mountains, les montagnes bleues, that took around 40 to 50 years for colonizers to go across, okay? Because it was so difficult to find a way across the Blue Mountains. So you can see that colonization was actually quite difficult, much more difficult than the colonization of a place like the United States or other areas on the globe. So keep this in mind. D'accord, il faut vraiment avoir en tête la nuance là-dedans. La période coloniale en 88, il y a 300 personnes à ce qui est aujourd'hui Portsea Bay, à Sydney. D'accord, c'est tout. Il n'y a rien. 50 ans plus tard, il y a ci, il y a ça, mais il faut vraiment réfléchir au fait que c'est quelque chose d'extrêmement progressif. A third period is this, when Australia became independent and was under the White Australia policy. As I said, this was an immigration policy that restricted entry to Australia to whites only. And by whites, they meant British, Scandinavian or Germanic peoples. But at the time, Spanish, Italian, Greek people were not considered to be white, at least not the white that was desired in Australia. Okay, so you can see that Australia made an attempt during those years to basically remain 100% British. Okay, to have a British identity, to remain very close to the UK, basically. Parce que vous savez qu'à l'époque, vous vous rappelez peut-être, qu'on m'a parlé du fait que l'Australie et toutes ces autres nations, la Nouvelle-Zélande, le Canada, sont devenus des dominions. Un dominion, c'est un pays indépendant au sein de l'Empire britannique. Jusqu'en 1931, où vous avez les statuts de Westminster qui changent ça, mais l'Australie est restée un petit toutou fidèle au Royaume-Uni pendant très longtemps, jusqu'à ce que le Royaume-Uni ne défende pas Singapour pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a bien fait flipper les Australiens, et c'est là où ils sont tournés en politique extérieure, mais les États-Unis. Aujourd'hui, l'Australie, c'est le toutou des États-Unis. L'Australie, elle a fait l'Irak, elle a fait l'Afghanistan, toutes les guerres des États-Unis, elle est de la partie, elle a fait le Vietnam, elle a fait la Corée. L'Australie, elle essaye de s'assurer les sympathies des États-Unis, tout comme elle a essayé de s'assurer la sympathie de l'Empire britannique et du Royaume-Uni pendant le plus longtemps possible. A fourth section is this period when Australia stopped being exclusive in terms of immigration and started to welcome people from all over the place, which explains why today Australia is an extremely diverse place. So this is the section of multicultural Australia. So these are the four sections, d'accord, que vous avez dans votre chronologie. So, if we speak a little bit about the pre-colonial history, you'll see that there's a little bit about it in The Secret River, where she talks about the lifestyle of Aboriginal people, the knowledge that Aboriginal people had of the land in particular. Now, just in terms of vocabulary, ça il faut l'avoir correctement, je l'ai déjà dit en L1, mais c'est vraiment important que vous utilisiez les termes corrects. Aborigine, c'est le nom, d'accord? Au pluriel, pour ajouter juste un S. C'est vraiment important que vous l'écriviez correctement. Vous avez une dissertation ou un commentaire de texte, ça fait tâche en L3 quand vous ne savez pas écrire le nom de la population la plus importante dont on a parlé pendant une semaine. Donc Aborigine, Aborigines. Aboriginal, c'est important que vous l'utilisiez en adjectif. D'accord? C'est-à-dire parler de Aboriginal people. Vous allez voir dans les textes Aboriginals. Ça, c'est un terme aujourd'hui qui est considéré comme étant offensif. Enfin, ça se dit pas comme ça en français, mais qui
qui est considéré comme étant problématique, qui est extrêmement associé au passé raciste de l'Australie. D'accord? Parler de Aboriginals, parler aussi, vous les verrez dans les textes, donc ça c'est no. This column, no. Aboriginals as a noun. Talking about the natives as well, this is also associated with the colonial period in Australia. Vous savez que les anglophones, ils aiment bien, quand il y a un problème, ils changent le nom de la population, ça évite de se poser des questions, d'accord? Donc comme African American, ouh, ça va mieux, il n'y a plus de problème, d'accord? Ils aiment bien faire ça. Donc là, ils font ça avec les aborigènes, ça change tout le temps. En ce moment, le grand truc, c'est pas de parler d'aborigènes, c'est de parler de indigenous Australians. Avec une majuscule qui mettent, ils sont contents. Donc ça, c'est le grand truc en ce moment. Donc vous pouvez parler de Aborigines, Aboriginal people, Indigenous Australians or Indigenous people, hein, si vous voulez. Le terme officiel dans tous les documents, c'est Aboriginal and Torres Strait Islanders, d'accord? Donc ça, c'est pour parler de toute la population aborigène. But basically, you can use these terms. Okay, so when you use an adjective, you basically need to use either indigenous or aboriginal. In the novels, of course, because you've got representations of the 19th century of colonization, you've got terms that are considered today to be racist. So even if in, say, Remembering Babylon, you've got a character that speaks about the natives, today, in our current context, you're not supposed to speak about natives. You can speak about native populations, ça marche à peu près. And I just remind you of the fact that you can speak about Aboriginal people or Aboriginal peoples. Vous savez la différence? People, c'est les gens, d'accord? Donc les personnes aborigènes. Peoples, quand vous mettez au pluriel, c'est les peuples, d'accord? C'est-à-dire vous faites la différence entre parler des peuples aborigènes ou alors des personnes aborigènes. Donc vous pouvez faire cette différence-là, il faut juste la maîtriser quand vous en parlez. Alright, so before European arrivals. Je vais débarrasser de tout ça. Now it's very difficult to estimate how many Aboriginal people there were in Australia, obviously before the arrival of Europeans. It's very difficult to know later as well how many of them there are, and there are a lot of debates today about how many people were in Australia or not, because of course this has an impact on the on how many deaths European colonialism actually led to. The number that most researchers are going to agree on is that there were between 750,000 Aborigines to 1 million before European arrival. At Federation, that is when Australia became a dominion and an independent country, at Federation in 1901, as I told you, Aborigines were not counted in the census, so we don't have precise numbers, but the estimations are roughly that there were 93,000 Aborigines in Australia. Okay, so we're talking here between 1788 and 1901, well before 1788 and 1901, going, si je prends l'estimation la plus haute, from 1 million to 93,000. Okay, so officially we don't talk about a genocide because there was no plan, deliberate plan by the Australian government to destroy Aboriginal people, no deliberate instructions, but obviously this comes very close to genocide, as you can see from the numbers, which are quite shocking in themselves. Today the Aboriginal population has gone up again for lots of different reasons. We estimate that the lowest moment in numbers in the Aboriginal population was in the 1920s, when estimations, c'est toujours des estimations, were of about 60,000 to 70,000 Aboriginal people, not more in Australia. And today, there are about 600,000 Aboriginal people who identify as Aboriginal in Australia. This
nuanced a little bit in the sense that in Aboriginal culture, either you're Aboriginal or you're not. D'accord? Vous pouvez avoir 0,1% de sang aborigène. Si vous vous considérez comme étant aborigène, vous êtes aborigène. Donc ces chiffres, en fait, ils sont gonflés, enfin, quelque part, ils sont gonflés par rapport à cette période où on comptait plutôt les aborigènes qui étaient 100% aborigènes. L'identité aborigène, aujourd'hui, elle est définie en termes de culture, plutôt qu'en termes, on va dire, purement d'origine ethnique, etc. D'accord? Et bien sûr, dans les années 60, personne n'avait envie de dire qu'il était aborigène parce qu'il y avait des discriminations, il y avait des couvre-feux pour les aborigènes jusque dans les années 60. Les aborigènes n'avaient pas le droit sans permis, ce qu'ils appelaient un dog tag, de sortir dans les rues après 17 heures. D'accord? Donc il y avait énormément de choses, les aborigènes notamment ne pouvaient pas choisir qui ils épousaient, etc. On va en parler, il y avait énormément de discrimination jusque dans les années 60. Donc pendant les années 60, les personnes qui pouvaient passer pour être blancs, d'accord, qui n'avaient pas trop des têtes d'aborigènes, ils préféraient se déclarer blancs que se déclarer aborigènes avec toutes les discriminations qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est l'inverse, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont finalement juste une grand-mère ou une arrière-grand-mère aborigène qui vont vouloir se penser aborigènes ou qui vont vouloir redécouvrir ces racines-là. Donc on ne peut pas comparer directement ça et ça, d'accord? C'est pas que la population elle a explosé. Il y a une approche qui est complètement différente aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent... il y a beaucoup de personnes en Australie qui font des recherches généalogiques, ça grandement en ce moment, et disent quoi? En 1898, j'ai une grand-mère aborigène, je sais pas quoi. Donc ils sont super contents. Donc vous avez ce genre de choses qui se passent aussi aujourd'hui. But if we have a look just at these numbers, even knowing that they're not reliable, you can see how tremendous the impact of colonization was. Now this impact was direct. There were of course Europeans that killed Aborigines that killed Europeans. As you know, this is the same for the United States and pretty much any colonial situation. Most of these people died from diseases that were brought by Europeans. Okay, so the vast majority of these people were not actually killed directly by Europeans, even though there were a lot of massacres that took place. You'll see, j'en dis pas plus, in the novels when these are mentioned. But basically, all of these people suffered from the diseases brought by Europeans. They also suffered from the fact that a lot of women were kidnapped. This sounds a little silly, but the populations, the European populations brought to Australia were in majority men who tended to kidnap Aboriginal women for obvious reasons. And of course, if you don't have Aboriginal women, it means that your population doesn't grow as much, and therefore, in the course of a century, from 1788 till 1901, this means that your population is going to be reduced. Okay, so this as well, you've probably heard about the stolen generations as well. That apology, j'ai plus de place. The stolen generations, bien à mettre au pluriel, même si nous, on va très peu en parler. Hein. Bien à mettre au pluriel, c'est un phénomène qui a eu lieu des années 60 aux années 70 en Australie, where the Australian government was taking away children, Aboriginal children, from their families to raise them white, basically, and to assimilate them into white society. So the children that were targeted in priority were the children that were of mixed heritage, so mostly the children that could pass as white. These were the priority, but of course the children were taken from their families. Sometimes the families would accept to give them up. Sometimes they'd accept and they didn't actually understand what they were accepting. And sometimes the children were just taken by the authorities. So basically you can see as well, this started in the 1850s, that this also had an impact on the number of Aborigines. If you take away many women, if you take away many children, obviously the size of the group diminishes quite drastically, with the impact of diseases and with the direct impact of European presence. This explains why we have that much of a drop. And of course we'll stop. Alright, today I mentioned that Aborigines represent, that the Australian population is about 20 million people. Aboriginal people represent about 2.5% of that population.
So today, the problem for Aboriginal people is that they're a very small minority in Australian society, extremely small. You can imagine that in terms of laws, in terms of parliament, their political weight is very, very small. On va représenter 2,5% d'une population. Pour mettre des personnes clés au pouvoir, sachant en plus que vous venez d'un groupe qui est défavorisé, etc., donc ils ont quand même un petit peu moins de chances d'arriver jusqu'en politique, etc. Mais rien que dans les lois que vous pouvez faire, dans les votes que vous avez, 2,5% de la population, c'est vraiment extrêmement minime. Donc ils ont un vrai problème d'impact sur la société australienne. C'est très compliqué pour eux de faire passer des lois en leur faveur, etc. Je l'ai pas mis? Ah si, je l'ai mis. Alright, so just a couple of words about Aboriginal culture and traditions to allow you to understand what's happening in the novels. Now you've got this map in your fascicule, but this is a map of Aboriginal Australia. I've shown this before. So this is how varied Aboriginal Australia is. C'est un non-sens complet, en fait, de parler de l'Australie aborigène. Quand ça n'existe pas, vous avez entre 250 et 300 nations différentes. Les aborigènes, ils se considèrent en tant que nation et ensuite en tant que communauté. L'unité de base, c'est la communauté, community. Donc vous avez entre 250 et 300 nations. À l'intérieur, vous imaginez qu'on est à plus de 700 communautés, etc. Donc en fait, l'Australie aborigène, ça ne veut rien dire. C'est comme parler de culture européenne, ça n'a aucun sens, d'accord, entre la culture française et encore ça n'a pas beaucoup de sens non plus, la culture grecque, russe, etc. Ça n'a aucun sens de parler d'une culture unie européenne. Tout comme ça n'a aucun sens de parler d'une culture aborigène. So the one thing you need to remember is that there is huge variety in Indigenous Australia. Huge variety in terms of culture. Of course, there are common points. D'accord, c'est un petit peu comme les cultures européennes. Il y a quand même une base, on va dire, culturelle qui est à peu près la même, des langues qui ne sont pas très éloignées. Si vous avez déjà étudié du japonais, du chinois, vous vous rendez bien compte que c'est quand même un petit peu plus simple d'apprendre de l'allemand que d'apprendre du chinois. C'est pas du tout la même logique dans ces langues-là. So of course, Aboriginal languages are quite close to each other in terms of linguistic family. But if there is intercomprehension between, say, this group and this group, if you jump two groups, say, here, between this group here and that, there's no intercomprehension in terms of languages. Okay, so there are basic cultural aspects that are the same in Aboriginal Australia, that are similar, but there is huge linguistic, huge cultural variety. And we'll talk about this more next week, but of course, speaking about Aboriginal Australia, this is a simplification imposed by colonisers onto that population. Very often, colonisers failed to understand the variety of Aboriginal culture, the variety of populations that actually existed. So you can see I just wrote some keywords for what we just talked about, 250 nations, around that, around 250 to 300 languages. This, of course, today Aboriginal people do speak their language, but everything is in English in Australia, and so a lot of these languages are not actually active. We estimate that around 20-ish languages are truly active in Australia. The rest are just languages where they use a couple of words. Some of them have completely died out. Okay, but this is part of the variety that exists in Aboriginal Australia. Yeah? Sorry, they teach their language at the university or school? Or Not university. It really depends. The thing is, Aboriginal culture today is extremely varied. If you're in Sydney, in inner city Sydney, you're going to have a very different type of Aboriginal culture than if you're in the middle of a desert in an isolated community. So very often in isolated communities, they're going to have primary school teaching in Aboriginal languages. Most of the time they don't have secondary school teaching when they're in isolated locations. And everything in secondary school is going to be in English. And that's one of the problems as well, that in New Zealand you only have one Maori language, so you can teach it. In Australia, which Aboriginal language do you pick? You can't really choose one out of the 200 that exist and force people to learn that. So that's another problem as well. But there are attempts today in particular at doing dictionaries
glossaries, children's stories in Aboriginal languages, but it is very difficult. There are a lot of initiatives, very good initiatives. C'est vrai que quand vous avez une langue qui est moins parlée, il faut avouer que les jeunes, même dans les communautés très isolées, ils ont la télé, ils ne sont pas forcément attirés vers leur culture traditionnelle, ils ont un peu plus envie de faire du rap et de se tourner vers des symboles américains, des choses comme ça, qui pour eux sont plus excitants que les trucs traditionnels. Après, c'est toutes les problématiques qu'il y a dans plein de cultures traditionnelles comme ça. So some of the things they have in common is similar types of beliefs, similar types of values, and similar types of cultures. Okay, so they're not the same. There is variation all the time, but there are some similarities in this. In particular, you might know what the spiritual system of Aboriginal people is called. Il y en a qui connaissent ça? La spiritualité aborigène, elle est connue sous un nom. Pardon? Ouais, c'est une forme d'animisme, mais je voulais dire le nom. Ça, c'est le nom général. Il y en a qui connaissent, non? Ça s'appelle The Dreaming. Vous avez jamais entendu parler de ça? Avant, on parlait beaucoup de The Dream Time, mais ça a été dénoncé comme étant une mauvaise traduction. Vous avez jamais entendu ça? Le rêve, le temps du rêve aborigène? So the dreaming refers to, if you want, the spiritual structure of indigenous cultures. Most indigenous cultures are based, ça c'est toujours un peu difficile pour résumer en 2 minutes, are based on the belief that the earth was created by ancestors that have shaped the landscapes. And that these ancestors, and therefore the spirituality of Aboriginal people, is narrating the stories of these ancestors with lots of different stories, and these stories actually give you access to all of the rules in Australian society, in Aboriginal society. Okay, so the dreaming is basically a series of stories, if you want, about the ancestors, how they shaped nature. So for instance, if you've got, I don't know, a river, there's going to be a story about how, I don't know, a kangaroo jumped there and fought with something and, and created that river. If you've got a mountain, you've got another story about how a koala, par exemple, souvent il y a des histoires, pourquoi le koala il n'a pas de queue, d'accord? Il n'y a pas de queue sur un koala, il y a un petit truc comme ça. So you've got a lot of stories in the dreaming that explain why the kangaroo has a long tail and the koala doesn't. There's one that explains that they were fighting and that the koala pulled on the kangaroo's tail, and the kangaroo bit his tail off in revenge. So you've got lots of stories like these, which sound very naive, but they're actually stories that give you access to what Aborigines call Aboriginal law, which are basically law comme ça, hein, pas law, la loi, d'accord, quelque part, which are basically the series of rules that should be followed in Aboriginal culture. Okay, so for instance, who are you supposed to get married with? C'est un peu compliqué, mais les aborigènes sont en général connectés à un totem par rapport à quand ils sont nés, etc. Et ils n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un du même totem qu'eux. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont interdites, tout comme l'inceste, les choses comme ça sont interdites, etc. Donc, en fait, toutes ces histoires, c'est des histoires qui donnent accès aux règles de société aborigènes, qui ont l'air un peu naïves parce que souvent c'est des histoires un peu d'ancêtres qui se tapent dessus et tout ça, mais en fait c'est des histoires qui sont clés, qui sont en fait des histoires, il faut vraiment, quand on réfléchit à ça, avoir en tête que la culture aborigène était une culture orale. Il n'y a pas d'écriture dans les cultures aborigènes. Maintenant c'est formalisé en écriture, mais avant ça l'était pas. Et dans une culture orale, il faut des moyens mémotechniques pour se rappeler des choses. Et donc ces histoires, quelque part, c'est le moyen mémotechnique pour apprendre aux enfants des règles de vie. D'accord? Et c'est pareil, hein, Cendrillon, machin, tout ça, c'est des histoires qui vous apprennent aussi la vie, les structures de nos cultures, qui ne sont pas les mêmes que les autres structures. So you've got the dreaming, which is basically Aboriginal knowledge and Aboriginal history narrated through stories. You also have in Aboriginal culture the importance of the land, the very central importance of the land today, which is called country. D'accord? Donc quand les aborigènes parlent de country, ils parlent de leur territoire à eux, parce que bien sûr, chaque communauté a un territoire spécifique.
So there's a very strong attachment to country, very detailed knowledge of country in Aboriginal culture, of their own country. And what was really important in colonization, Aboriginal people are nomadic people. That is, that they evolve on their country depending on the seasons. But what colonists felt was just that this was random wandering. D'accord? Pour eux, c'était juste, ils se baladent quoi. Ah, un kangourou, ils mangent le kangourou, ah, il n'y a plus, ils se cassent, ils vont ailleurs. En fait, c'est des mouvements qui sont extrêmement structurés selon les saisons. Et ça, c'est ce que les colons n'ont pas forcément compris. D'accord? Ou n'ont pas voulu comprendre aussi, parce qu'il y a plein de choses, ça les arrangeait un petit peu de dire ça. So, of course, the fact that Aboriginal people were interpreted as being nomadic, that is, as being able to just go somewhere else, not having any specific attachment to their country, was used by colonizers to push them off their territory to take the best lands in the country. As you know, this has a legal term. We talked about this in first year. I'm not sure if you remember this. The legal doctrine of terra nullius. That says that Australia until 1992 was technically, judicially, no one's land. Okay, so there was no recognition that Aboriginal people had a right to that land. They had the right to be around, but they could be pushed around in the country. Okay, so it's very important to keep this aspect in mind. We know that they did move around their country for very specific reasons, because there was not enough food available all the time. In the spring, they would need to go to that place where food exists, and then move to somewhere else in another season for food to be available. But of course, colonists often interpreted this as these populations have no particular aim. D'accord? Un petit peu comme la faune, les chevaux à l'état sauvage, ils se baladent, ils vont là où il y a de l'herbe et basta quoi. Alors que pour les aborigènes, leur territoire, c'est un endroit qui est extrêmement structuré, extrêmement connu, qui est parcouru par ce qu'ils appellent les songlines. Ne lisez pas le terme qui s'appelle comme ça. Les songlines, d'accord, c'est-à-dire des lignes de chant où vous avez justement les histoires du dreaming qui vous guident vers ces chemins-là, qui les connectent à d'autres communautés, qui leur dit où aller selon les saisons. Bon, c'est un petit peu vague, hein, mais je fais ce que je peux en 10 minutes. The songlines, and on these you also have a lot of sacred places where Aboriginal people go for their initiation, to be initiated as adults or as people that have specific knowledge about something. Okay, so what you guys need to remember, and you'll see this in the novel very much, is this attachment to country, the immense importance of the land in Aboriginal culture. The land is at the center of everything. We can also mention in this the importance of community. You might be aware of the fact that our cultures are very individualistic. Okay, it's your own little interests and that's it. This is what our culture is centered on. It's also what our economic system is centered on, trying to make the most money. Yay, life is great. In Aboriginal culture, the priority is the community. Ça pose plein de problèmes aujourd'hui. On n'en parle pas dans ce cours-là, mais ça pose plein de problèmes dans le sens où un aborigène, il ne peut pas dire ça c'est mon salaire, point, il est dans mon compte en banque comme nous on fait là. Ah, c'est mon fric, yes, c'est ma carte, je fais ce que je veux avec. Dans la culture aborigène, vous appartenez à une communauté et tout ce que vous avez, vous devez le distribuer à une communauté. Donc c'est-à-dire que le salaire, c'est pas à vous de choisir comment il va être distribué, c'est un salaire où vous allez en faire profiter tous les membres de votre famille. Donc ça pose problème par exemple pour les aborigènes qui ouvrent des magasins, des choses comme ça, parce qu'ils se retrouvent à distribuer des choses à leur communauté étendue. D'accord ? Il y a un vrai problème de clash, on va dire, de culture et de valeurs entre la société occidentale australienne et la société aborigène australienne. So, but you'll see this in the novels as well, the importance of community, the, I don't know how to say this, the cohesion within communities, the help as well within communities. This, of course, comes from the type of life that Aboriginal people had, where they would go hunt. The men would go hunt, the women would go gather fruit, and then you share what you have. D'accord? Contrairement à nous, on va bosser et on ramène notre petit salaire. Richesse, richesse. Alright. In terms of the population
population today, just so you have some idea about this. As I mentioned, Aboriginal people only represent around 2.5% of the population, so big issue in terms of the political weight that they can have. As I said, they're estimated between 600,000, some higher estimations are 700,000, but as you can see, that's quite small in a nation with 22 million people. Now you've got this document in your fascicule. This is document 4. This is document 4. This is a document that shows you the number and percentage of the Aboriginal population in each state. Je vais vous le mettre là comme ça, il y a le titre. Où sommes-nous? Hop, hop, hop. There we are. The number and percentage of the Aboriginal population in each state in 2006. So it's a bit old, but it's difficult to find recent maps. If you have a look at the numbers, you can see very clearly that the highest number of Aboriginal people is in New South Wales. 148 000 aborigènes en New South Wales, 146 000 dans le Queensland. Vous pouvez voir ensuite qu'il y a l'Australie occidentale, 77 000, 66 000 dans le territoire du Nord, 30 000 dans le Victoria, 26 000 en Australie méridionale et 16 000 en Tasmanie. Okay, so the largest Aboriginal population is in New South Wales, then in Queensland by very, very far. However, if you have a look at the percentage they represent in each state and territory, you can see that in the Northern Territory they represent 1/3 of the population. Okay, so if you go to Australia and you want to see Aborigines, do not go to Melbourne, where Aboriginal people represent 0.6% of the population. You're not going to see many of them. Or in South Australia, you can see only 1.7% of the population is Aboriginal. You can see in the Northern Territory, 1/3 of the population is Aboriginal. And you can see that this is quite different from all of the other territories where you have very low percentages of the Aboriginal population. And of course in New South Wales, where you've got the highest Aboriginal population in terms of number, so they only represent 2.2% of the population. Okay, so you can see that they're widely outnumbered by the other populations, and that their distribution and the percentage they represent in the population is very different depending on the territory that they're in. Okay, so very different situation in New South Wales, and Victoria, and Tasmania, in the Northern Territory. Donc de nouveau, il faut vraiment avoir en tête cette variété-là, cette diversité des situations. Et bien sûr, être aborigène à Redfern, qui est le quartier historique aborigène de Sydney, ça n'a rien à voir avec être aborigène au milieu de l'Australie dans une communauté isolée. Parce que isolé, c'est pas de l'Arzac, hein, c'est isolé. C'est 4 jours de 4x4 pour arriver à un village. Alright, what else did I want to tell you? It's on my PowerPoint. There we are. A screenshot from le dessous des cartes, where you can see the difference between the Australian population. Here you can see in blue, and the Aboriginal population. That's the Aboriginal flag, qui n'est pas officiel, hein, mais qui est le drapeau aborigène. So you can see mortalité infantile, 4 pour 1000 pour les Australiens non aborigènes, 10 pour 1000 pour les aborigènes. Espérance de vie qui est de 10 ans moins élevée, enfin même d'une dizaine d'années moins élevée pour les aborigènes, c'est énorme dans un pays développé. Et les études secondaires, 75% des Australiens non aborigènes qui ont un bac par rapport à 39% des aborigènes. Donc il y a des écarts sociaux qui sont monstrueux entre l'Australie aborigène et non aborigène. So these problems exist in terms, as you can see, of health. They also exist in terms of poverty. We can also mention the problem of unemployment. There are lots of problems with violence, with drugs, with alcohol in many Aboriginal communities, not all, but it's a problem that is very much present. And this is a very difficult issue because this is, of course, the result of a historical process. It's the result of Aborigines not being able to make decisions for themselves for centuries. Okay, it's the result of that. However, it's difficult to present it only like this. Aborigines are not just victims of the current situations, they're also actors
in that present situation. Okay, so it's a very difficult issue to deal with in Australia today, this idea that there are so many problems in the Aboriginal communities. These problems have historical roots, and they're very clearly connected to the role of the Australian government in past decades and past centuries. However, today there's the issue of encouraging Aboriginal populations to take responsibility for the situation and really improve that. So it's a very difficult issue to deal with. What I can say about Aboriginal populations today is that you see lots of Aboriginal symbols in Australia today. So you see lots of dot paintings. Qantas, vous connaissez peut-être, c'est la grande, c'est Air France, Air Australie. Qantas. Qantas has planes. If you take a Qantas flight, the host, yes. Yeah, the flight attendants, thank you, just lost for a bit there. They wear dresses that have dot paintings on it. They're all blonde and stuff, doesn't make any sense. The planes are painted in that way as well. When there were the Olympics in 2000 in Sydney, Aboriginal symbols were also used quite a lot. However, this is how far the collaboration between Aboriginal and non-Aboriginal Australians go. That is that non-Aboriginal Australia recuperates a lot of symbols that make it attractive from a tourist point of view, an international point of view. But most Australians are not actually that interested in what's happening for Aboriginal Australians. It's a question that rather, et c'est vraiment l'expression qu'il faut utiliser, they'd rather sweep that under the carpet. Okay, they'd rather hide what's happening or not think about the problems of the Aboriginal population than actually face what's going on. It's much easier. It is quite a small part of the population, and for a lot of Australians, they have very little knowledge of Aboriginal culture. It's not their fault, it's about the educational system, that's like that, but there's very little knowledge. So I got you an example of this recuperation of Aboriginal symbols for, you know, national symbols and tourist identity. This is when the WA, so Western Australia Premier, was put in power. So you can see the new Premier, the old Premier sitting together being pretty happy, and you can see that there's a group of Aboriginal dancers that give them basically legitimacy. They would have come and danced and do this dance. No one in Australia does these dances dressed like that today anymore. There are very few communities that would do that in such a traditional way. So you can see that they use these symbols as a sort of fun image of Australia. There's no real engagement with Aboriginal people today. All right, let's speak a little bit about the colonial period in the couple of minutes that we've got left. If you think about the US, the first colony created in the US, at least the first attempt, was in 1607. So we're talking about the very early 17th century. Australia was colonized in 1788, so that's extremely late. One reason for this is the distance, of course, and the fact that this land, there were a number of navigators that came to Australia but didn't seem to think that this was a land of particular interest, okay, until there was the Cook explorations. In 1770, Cook basically planted a flag. Cook, c'est Captain Cook. Cook planted a flag declaring Australia as British. Bon, à l'époque, il est arrivé sur une côte, il a fait « Voilà, tout ça c'est à nous, youpi », 5 jours avant les Français. Et surtout, à l'époque, en fait, ils ne savaient pas. Il y avait quelque chose qui s'appelait New Holland, la Nouvelle-Hollande, qui avait été découverte par les Hollandais. En fait, ils ne savaient pas que c'était un même continent. C'est-à-dire pendant très longtemps, un petit peu comme aux États-Unis, ils ne savaient pas trop jusqu'où allait le continent, par où on pouvait passer, pas passer, etc. So in 1770, what is today Sydney was basically declared British.
and they didn't do anything with it for 18 years. In 1788, they sent what is called the first fleet, la première flotte. Basically, they decided in 1788 to use this new area as a penal settlement. Okay, so as a penal colony. Alors, on met settlement ici. Now, of course, this is not something that is well known, but the American colonies had been used as penal colonies, some of them, and you know that between 1770 and 1788, we've got the loss of the 13 American colonies. So the UK, which was overpopulated, way too many people in the prisons, way too many people in the country, needed an outlet, needed somewhere to basically dump its prisoners. France did exactly the same in Guyana, in New Caledonia, and lots of other areas. And basically they sent the first fleet in 1788 to basically bring a number of prisoners to what is today Sydney. Okay, so this was in 1788. There were 11 boats, 11 bateaux, that took, I think it's 11 months to go from Portsmouth to Sydney. Okay, so it's pretty long. Imagine your year in a boat. And we'll just finish on this. Ça, c'est un tableau que j'ai pas traduit. Flemme, continue. Où vous pouvez voir combien de personnes sont parties à Portsmouth et combien de personnes sont arrivées à Port Jackson, qui était le nom de cet endroit à l'époque. Donc vous pouvez voir qu'il y avait des officiers et passagers, qu'il y avait beaucoup d'équipage des navires, 323 personnes, des soldats, parce que bien sûr il faut encadrer les prisonniers, les femmes et enfants des marines, vous pouvez voir qu'elles sont passées de 46 à 54, il y a eu plein de naissances, 11 mois sur un bateau, de promiscuité. Des bagnards des hommes 580 et des bagnards des femmes 193. Donc vous pouvez voir qu'il y a un énorme déséquilibre entre hommes et femmes dès la première flotte. Les enfants de bagnards qui sont passés de 14 à 22 et vous pouvez voir en tout qu'ils étaient 1420 à partir, 1373 à arriver. We explain the difference in numbers quite simply. You've got deaths, you've got births. There were also a number of people that jumped off the ship, or that would escape, that would try to leave at different stops because obviously the boats would stop at lots of different places to get more food, to change sometimes some of the sailors. And there were people that were cast off, you know, that when there were mutineers or people that raised problems, they would be cast onto islands, they would just be dumped onto islands, as you would do things, you know, at the time. So as you can see, you had quite a lot of prisoners arriving in Australia, d'accord, on est à peu près à 700 et quelques bagnards arrivants qui ont été envoyés pour l'Australie. Donc l'Australie aujourd'hui, elle a bien fait sa pub, c'est un pays qui fait un peu rêver, hein, c'est beau, il y a des plages, machin. À l'époque, tout le 19e siècle, l'Australie c'était le pire endroit où on pouvait aller, parce que c'était un endroit où on était déporté, et même si on avait 5 ans à servir, on ne pouvait jamais revenir, ça coûtait une fortune de rentrer. Quand vous étiez ancien bagnard, il fallait vraiment avoir un énorme succès financier, devenir un homme d'affaires extrêmement riche et puissant pour pouvoir un jour se payer le retour jusqu'en Angleterre. Donc c'était vraiment un lieu d'exil affreux. Voilà. Alors, pour la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vous demande de faire. Allez, buy the novels, you start reading them, The Secret River in priority. And I'm asking you to read document 6, page 9, donc c'est un petit glossaire, hein, c'est pas très grand. Et document 7, page 10, which is an extract on the settler colony. Je crois que je me suis pas trompée. Oh là là, c'est pas là. Ah si, c'est page 9, c'est bon. And just make a summary, you'll see it's a very small text, of the main features of settler colonies. Alright, see you next week. Je vais garder.
pas phonétique? Oui.